Yo, c'est Yoji, bienvenue dans une nouvelle vidéo réservée à un personnage dont je me devais de faire un épisode. Avant toute chose, n'hésitez pas à aller vous installer confortablement, prendre de quoi boire et manger, et partons pour Yukio Mishima. Le 25 novembre 1970, Yukio Mishima se dresse devant l'armée japonaise, épée en main. Il s'apprête à commettre un acte qui choquera le monde entier. Mais avant d'aller plus loin, qui était cet homme? Revenons à sa vie. Yukio Mishima naît en 1925, dans une vieille famille de l'aristocratie japonaise. Mais il est loin du garçon héroïque que l'on imagine. Il est frêle, souvent malade, il tombe fréquemment dans des crises de fièvre qui inquiètent ses parents. Sa grand-mère paternelle, une femme autoritaire et dominatrice, s'empare de lui. Obsédée par les apparences et la discipline, elle décide de l'élever à l'écart de ses parents et de l'extérieur. Dans sa chambre, Mishima vit presque exclusivement entouré de femmes. Sa grand-mère, sa mère, ses tantes et domestiques. Pas de jeu avec d'autres enfants, pas de lumière du soleil, seulement des règles strictes et un silence pesant. Son père, souvent absent pour son travail dans le gouvernement, est une figure lointaine. L'enfant se sent isolé, coupé du monde et développe un esprit hypersensible et observateur, mais aussi un sentiment de solitude et de frustration. À l'école, Mishima n'est pas particulièrement maladroit intellectuellement, mais il souffre d'un complexe lié à sa santé fragile et à son corps frêle. Mishima est fasciné par les samouraïs et les héros militaires. Il lit, admire et rêve de gloire, de courage, de combat pour son pays. Le patriotisme coule dans ses veines et il désire ardemment devenir un homme d'action. Pour la remise en contexte de la période, après la Seconde Guerre mondiale, le Japon change profondément. L'empereur Hirohito, contraint par les forces d'occupation, reconnaît en 1946 qu'il n'est pas un dieu vivant, mais un homme. Le chrysanthème, symbole de l'empereur et de la puissance guerrière, perd alors de sa dimension sacrée et politique. La société japonaise se démilitarise et l'esprit de courage et de combat s'efface peu à peu. Malgré son patriotisme, lorsqu'il est appelé pour servir dans l'armée, la réalité le rattrape. À 20 ans, il doit y aller, mais son corps fragile et sa timidité l'empêchent de suivre. Plutôt que d'affronter la guerre, Mishima simule la maladie, prétend souffrir de tuberculose pour être exempté. Et par miracle, ça marche. 単に血が混じることははい、あります。熱はどれくらい前から半年ぐらいであります。不合格 Il ressent un regret intense, celui de ne pas avoir incarné les idéaux qu'il vénérait tant, le courage, l'honneur et le sacrifice. Ce refus forcé de la guerre laisse en lui une blessure intérieure, une frustration qui le poursuivra toute sa vie. C'est probablement cette expérience qui forgera ses obsessions. Il développera ainsi le désir obsessionnel de la perfection physique et un besoin extrême de discipline, ainsi qu'une volonté de créer des gestes symboliques de bravoure. La philosophie de Mishima, elle est fortement influencée par le Bushido, c'est-à-dire la voie du samouraï, le courage, la discipline, la loyauté et l'honneur. La littérature occidentale, notamment Baudelaire, qui lui enseigne l'art de transcender la souffrance et de chercher le sublime dans la beauté tragique. Et enfin Nietzsche, dont l'idée du dépassement de soi et de la volonté de puissance résonne dans sa vie et dans ses gestes. Pour Mishima, la vie devrait être une œuvre d'art totale. Corps et esprit doivent être sculptés avec la même rigueur, chaque action et chaque décision devrait être un moyen de réaliser un idéal esthétique et moral. La discipline, l'entraînement physique, l'écriture et l'engagement politique ne sont pas séparés. Ils sont les instruments de sa vision d'une vie parfaite, où la mort elle-même peut devenir une expression de beauté et de sens. Pour Mishima, il n'y a pas plus libre que l'homme qui décide de comment il va mourir et quand. Dans son imagination, il devient ses héros, qu'il ne peut incarner dans la vie. Il construit un monde intérieur où il est fort, courageux, invincible. Mais son enfance est aussi marquée par une découverte plus intime et douloureuse, son attirance pour les hommes, qu'il garde secrète dans une société traditionnelle très rigide. Ces contradictions, cette fragilité physique, et cette intensité intérieure forgeront le socle de toute sa vie et de son œuvre. À 24 ans, Mishima publie Confession d'un masque. L'ouvrage choque autant qu'il fascine. Jamais un écrivain japonais n'avait osé dévoiler autant sa vulnérabilité et ses désirs secrets. Le succès est immédiat. Mishima devient une figure incontournable de la littérature moderne. Son talent dépasse le Japon, il voyage en Europe, rencontre des intellectuels français et même accorde une interview en français que j'admire beaucoup.
J'ai lu le bal de Comte d'Orgel, très jeune. Ce livre m'a beaucoup frappé. Il exprime sa vision de la beauté, de la discipline et de l'honneur. En Grèce, il s'inspire des statues antiques pour raffiner son idée du corps parfait. À New York, il choque par sa manière de mêler exotisme et provocation. Mais derrière cette aura internationale, une obsession le ronge, son corps. Chaque page qu'il écrit glorifie la force et la beauté. Mais devant le miroir, il se voit encore comme le garçon malade et fragile qu'il était. Cette contradiction devient une obsession. Il doit devenir un homme qui incarne pleinement ses idéaux. Il doit avoir la dégaine de ses idées, pour faire simple. Les années 50 et 60 marquent la transformation physique de Mishima. Musculation, kendo, boxe, gymnastique. Il sculpte son corps avec la même discipline qu'il applique à son écriture. Chaque goutte de sueur devient une phrase de son roman intérieur. Les photographies de cette époque montrent un homme métamorphosé. Torse sculpté, regard perçant, présence magnétique. Mishima ne se contente pas de devenir plus fort. Il transforme son corps en œuvre d'art. Pour lui, la plume et l'épée sont indissociables. Mishima ne se limite pas à l'art et à la littérature, il observe un Japon en pleine mutation. La société se modernise, les influences occidentales envahissent Tokyo, et les traditions anciennes semblent disparaître lentement. Pour lui, le Japon perd son âme. Il rêve de restaurer l'honneur des samouraïs et la ferveur spirituelle de son pays. En 1968, il fonde la Tatenokai, la Société du Bouclier, composée de jeunes étudiants locaux et fascinés par son charisme. Il les entraîne au kendo, à la discipline martiale, leur incluant des valeurs de courage et d'honneur. La Tatenokai n'est pas seulement une milice, c'est un théâtre vivant, une tentative de sculpter la société selon ses idéaux. Certains voient en Mishima un visionnaire, d'autres un extrémiste, très à droite, mais pour lui, c'est la seule manière de réveiller un pays qu'il considère endormi. 25 novembre 1970, Tokyo. Début de l'après-midi, l'air est lourd. Il a revêtu son uniforme de la Tatenokai, impeccable. Dans sa poche, une petite bouteille de cognac. Encore une fois, la France est là. Quelques gorgées suffisent à le recentrer, à faire disparaître le léger tremblement de ses mains. Il inspire profondément, comme pour absorber l'air, comme pour inscrire ce moment dans chaque fibre de son corps. Les pas de Mishima résonnent avec une régularité presque militaire. Son visage est calme, impassible, mais chaque regard qu'il croise révèle une détermination glaciale. Et un vent frais traverse la caserne de la Défense. Autour de lui, ses 4 compagnons de la Tatenokai observent avec une tension palpable. Chacun comprend qu'il participe à un rite, plus qu'à un acte politique. Ils sont les témoins d'une performance ultime, où la vie et l'art se confondent. Le général de la caserne, assis derrière son bureau, les regarde avec étonnement, ne comprenant pas encore l'ampleur de ce qui va se dérouler. Mishima monte sur le balcon pour prononcer son dernier discours, comme il avait l'habitude de le faire. Le soleil d'automne frappe sa silhouette. Sa voix est claire, posée, mais elle tremble légèrement, de passion. Soldats du Japon, vous avez oublié l'honneur de vos ancêtres, la voix de l'esprit guerrier s'est éteinte. Relevez-vous, défendez votre pays, même quand il semble que tout est perdu. Dans la cour, certains écoutent, d'autres rient nerveusement. La distance entre le rêve et la réalité se fait douloureusement sentir. Mishima sent ce contraste comme une lame. Il est seul face à ses idéaux. Il redescend, entre dans le bureau du général, le silence est total.
Quelques instants de respiration suffisent pour que tout se fige. Mishima s'agenouille, pose soigneusement son uniforme et sort son sabre. Les yeux de ses compagnons brillent de peur et d'admiration. Il trempe légèrement la lame dans ses mains, ressentant la froideur métallique, symbole de sa résolution. Mishima donc fait une tentative ratée de coup d'État au quartier général de l'armée de Tokyo et quelques minutes après, il se donne la mort à la manière des samouraïs par seppuku, ce suicide rituel par éventrement. Il se découpe littéralement les entrailles avec un poignard, puis, comme l'exige le rite, un de ses disciples lui assène le coup de grâce. Il soulève au-dessus de la tête de Mishima un long sabre et le tranchant de la lame siffle dans l'air. En quelques secondes, évidemment, tout est réglé. La tête tombe et c'est l'un des grands esprits du pays qui disparaît. Ce jour-là, on peut le dire, le Japon est sous le choc. La vie, la mort, l'honneur. Même dans la mort, Mishima incarne ce qu'il a toujours cherché, la fusion parfaite entre la discipline, l'art, le corps et l'honneur. Pour ceux qui l'observent, il devient une figure à la fois tragique et sublime, un symbole de ce qui signifie vivre et mourir selon ses convictions les plus profondes, et montre en même temps son dévouement pour son pays. Yukio Mishima ne doit certainement pas être un exemple, mais il est en tout cas le symbole de la détermination et du fait d'aller droit vers ses objectifs, ses idéaux, de ne pas lâcher.言葉はまやかしである。だが行動に嘘はない。芸術と行動を一体化することは可能なことなのであろうか。文武両道、散らぬ花と散る花を兼ね備えることは一体実現可能なことであろうか。